Connaissance. Recherche. Science. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Monsieur Daniel Heller Oedzen, professeur à l'université de Princeton, toujours sous le patronage de Monsieur Michel Zinc, a la parole pour la lecture de sa communication intitulée « Le gai savoir des vers vieillis ». Merci. Je voudrais remercier tout d'abord Monsieur le professeur Michel Zinc de m'avoir voulu inviter à ce beau colloque, et aussi je voudrais exprimer ma reconnaissance aux membres de l'Académie pour cet accueil aujourd'hui. Les forêts changent de feuilles à mesure que l'année décline et les premières tombent. Ainsi meurent les vieilles générations de mots, et les nouvelles, comme des jeunes gens, s'épanouissent et prennent force. Horace l'a dit, dans la nature continue et régulière, les vocables n'ont rien de constant, si ce n'est le fait de s'altérer. Tous sont condamnés à vieillir, à se raréfier et à connaître enfin l'obsolescence. Verborum vetus interitaetas. Aujourd'hui, on accordera sans doute que ce destin n'est pas le propre du lexème en tant que tel. Tout élément de la langue subit un sort semblable. Non seulement les verbes, mais les phrases, elles aussi, deviennent un jour caduques. Le vers lui-même d'Horace vieillit. Mais il y a plus. Au long des saisons et des années, la forêt entière disparaît pour mieux renaître. Ainsi, un idiome s'efface pour céder la place à son successeur. Du premier, cependant, il subsiste des traces. Dans son épître aux Pisons, Horace en donne plusieurs exemples, tous sténographiés par d'illustres noms propres. On y retrouve Cécilius, Plaute, Virgile et Varius. Plus loin, on rencontre Homère et Archiloque. Reliques, ruines ou monuments, les œuvres de ces poètes passés prennent alors valeur d'exemple. Instance de résistance ou de commémoration, peut-être de résistance et de commémoration, elles témoignent du passage des langues. Feuilles éparses et desséchées, les vers rappellent ainsi d'anciennes forêts. Pourtant, il arrive aussi que les vestiges s'effacent. Avec le temps, les œuvres deviennent opaques, pour cristallines qu'elles aient été. Si l'on veut percer leur obscurité et y entrevoir l'éclat d'un premier commencement, un art particulier est alors requis. Mais lequel ? Que pourrait être cette chose indispensable, un savoir des vers vieillis ? À cette question, la culture médiévale a apporté des éléments de réponse. Pour les reconstituer et en mesurer la portée, il est nécessaire de rappeler certaines évidences qui concernent l'articulation des arts dans leur ensemble au Moyen-Âge. On sait que celle-ci a son origine lointaine dans le programme d'instruction habituel, ou Enkoucleos Paideia, développé par Hippias Steli et transmis au monde romain par la culture hellénistique. Des savoirs fondamentaux sont censés fournir aux hommes libres la formation nécessaire à la vie publique et commune des citoyens. Dans un ouvrage célèbre, Curtius a montré comment, d'Hippias à Isocrate, d'Isocrate à Sénèque, un ensemble de connaissances limitées domine le curriculum des écoles. On compte 7 disciplines au sein des arts. Par sa nature impaire, le nombre des matières se décompose en 2 séries inégales. D'un côté de l'arbre de l'instruction, on rencontre 3 savoirs qui traitent de la parole. Il s'agit de la grammaire, de la rhétorique et de la dialectique. L'autre branche consiste en des études mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. La symétrie ne se réduit pas au décompte. Elle répond à une diversité réelle des objets. C'est que le trivium se rapporte à des êtres de faible consistance métaphysique, qui se destinent, en vertu de leur nature, à varier sans cesse
selon les peuples et les époques, selon les mœurs et la volonté des hommes. Ce sont les langues et leurs multiples usages. Le quadrivium, quant à lui, concerne des êtres strictement nécessaires. Quantité ou magnitude, nombre ou figure, il y va en tout cas de l'immuable. En reprenant une distinction familière aux anciens, on dira donc que le trivium ne rencontre jamais ce qui est théséi, c'est-à-dire établi selon la coutume, les mœurs, la convention. Mais le quadrivium touche à ce qui est phuséi et par nature. À ce qui est posé par l'homme, cet animal imparfait, instable et toujours changeant, s'oppose ce qui est en soi et voué à l'éternité. La distinction est nette et n'admet pas de moyen terme. Dès lors, on conclura qu'aucun des savoirs classiques ne peut remédier au passage des langues. Conséquemment, face au vieillissement des textes, les arts ne sauraient être d'aucun secours. La science antique se mesurant à son objet, les connaissances issues du trivium demeureront non moins incertaines que leurs inconstantes matières. Pourtant, il existe encore un art qui ne se pose pas comme l'un des 7 savoirs fondamentaux. J'entends la métrique, telle qu'elle s'inscrit dans le domaine de la musique. Dans divers écrits médiévaux, en effet, on observe un phénomène original. Par un procédé réitéré, une théorie issue du quadrivium prend comme objet une matière qui, pour sa part, semblerait relever du trivium. 2 champs de savoir fort éloignés soudainement se rejoignent. Par là, des données de langue se rendent susceptibles d'une analyse inhabituelle. Pourtant, pour le percevoir distinctement, certains déplacements seront nécessaires. Plus précisément, il faudra s'éloigner de la grammaire, qui enseigne comment construire des énoncés à la fois articulés et rationnels. Il faudra s'écarter de la rhétorique, qui dicte les règles du discours bien dit. Enfin, il faudra renoncer à la dialectique, qui vise surtout la doctrine de l'enchaînement correct des propositions démonstratives. De la langue, il ne faudra retenir alors qu'un seul élément, porteur de quantités rapportées les unes aux autres. Cet unique élément n'est autre que le vers. Du moment où il devient possible de le saisir dans l'ensemble des 7 arts libéraux, l'ancienne articulation des connaissances bascule. Il devient possible d'étudier la langue sans plus s'assujettir au trivium. En même temps, il devient possible de définir la parole humaine, non pas théséi, selon la convention, mais phuséi, selon la nature. S'annonce en conséquence une analyse nouvelle. Se constituent ainsi des outils techniques et des objets très particuliers. Du désordre des idiomes variés, nous passons aux éléments restreints des maîtres, égaux et isomorphes. Des parties du discours multiples et hétérogènes aux unités des formes strophiques. De la pure contingence des expressions à la raison des proportions et du devenir incessant des langues humaines à l'éternité des relations arithmétiques. En bref, la parole se soumet au nombre et devient ainsi objet de musica. Dans cette voie métrique, Augustin d'Hippone fut une figure pionnière. Au seuil du Moyen-Âge, il conçoit les fondements d'un nouveau savoir qui n'entretient plus avec son homologue ancien qu'un rapport d'homonymie. Il s'agit bien entendu de la musique. Dans les premières pages du dialogue qu'il consacre à ce sujet, Augustin propose une définition. Musica est scientia bene modulandi. Par sa référence à la modulation, la formule semble renvoyer sans équivoque au chant. Toutefois, cette impression est trompeuse. Car pour Augustin, ce qui se module se résume à ce qui se meut, selon les lois des durées et des vitesses quantifiables. Dès lors, comprendre la modulation ne peut avoir qu'un sens. Il s'agit de saisir les unités de la mesure. Celles-ci résolvent les qualités de magnitude en quantité rationnelle et numérique. Ainsi, la métrique est un savoir de la monade et de ses diverses formes composées. Pour Augustin, le domaine privilégié de cette étude n'est pas le chant, mais la parole. De la discipline de la langue, il extrait alors une première notion, celle de la syllabe. Détournée de sa fonction grammaticale, celle-ci ne servira plus à illustrer divers cas de lexique et de morphologie.
Plutôt, elle fournira une clé pour l'analyse du vers classique. Car de la syllabe, quantifiable en latin comme en grec, Augustin composera les unités supérieures que sont les pieds. Et de ces derniers, répétés et alternés de façon constante, il constituera les mètres et les vers. Pourtant, l'étude des mesures peut aller plus loin. À partir des quantités perçues dans le vers, Augustin guide son lecteur jusqu'aux nombres idéaux qui les animent. Désormais, entendre de la musique en poésie revient à retrouver dans les faits de langue un ordre qui dépasse toute invention humaine, celui des proportions arithmétiques que l'entendement divin a établi à jamais. Par là, Augustin propose une nouvelle lecture des textes classiques. Usant ainsi de la musique, il parvient à arracher, au passage des siècles, les œuvres des poètes anciens. Dans la doctrine de la mesure nombrée, les poésies des temps passés se scandent selon les règles fixes de quantité sans âge. Le dialogue d'Augustin est curieux, mais nous verrons qu'il est aussi prémonitoire. Reste que, pour le Moyen-Âge, la doctrine de la musique s'est constituée fondamentalement sur d'autres bases. Boès, on le sait, en fut la figure majeure. À la suite des réformes carolingiennes, le De Institutione Musica s'imposa comme le traité de référence pour l'enseignement médiéval de cet art du quadrivium. Il est évident que Boès rompait avec le procédé augustinien, en ceci du moins qu'il accordait peu d'importance au vers comme construction musicale. Selon lui, 3 genres de musica sont à distinguer. Dans la machine du ciel, dans la régularité des saisons et dans la combinaison des éléments terrestres, se fait la musique du monde, la musica mundana. À l'intérieur de soi-même se rencontre une certaine harmonie, un certain équilibre, réalisant une seule consonance. La musique humaine trouve là son domaine propre. Enfin, nous découvrons dans certains instruments les proportions physiques qui déterminent les sons, soit par tension des boyaux par exemple, soit par le souffle, comme sur l'aulos ou ces instruments qui sont activés par l'eau, ou par une percussion, comme ceux qui sont constitués d'une cavité en bronze que l'on frappe. Il s'agit là de musique instrumentale. Ce n'est qu'en marge de ces observations quant à cette dernière et infime variété de musica que Boès mentionne le savoir que possède le poète. Ainsi, à la fin du livre premier, l'auteur explique qu'il existe 3 sortes de musiciens. D'abord, nous rencontrons celui qui s'en tient aux instruments et qui leur consacre toute son activité. Ensuite, nous trouvons celui qui détient la compétence de juger, qui lui permet d'apprécier distinctement les rythmes, les mélodies et le chant dans son ensemble. Enfin, entre ces 2 classes de musiciens, celle des instrumentistes et celle des savants, apparaissent les poètes. De ces musiciens intermédiaires, Boès dit peu de choses. On lit simplement qu'il existe des hommes qui s'adonnent au chant, moins par réflexion et par raison que par un certain instinct naturel. Ce laconisme est bien fondé. L'art métrique occupe en musique une place mineure, lorsque musica est avant tout un savoir mathématique. Selon Boès, cet art se définit essentiellement par rapport à l'ordre interne du quadrivium. Or, celui-ci se partage en 2 branches. La première, consacrée à l'étude des grandeurs, des magnitudines, la seconde vouée à l'analyse des multitudes, des multitudines. Fidèle à une division qui traverse l'ensemble du savoir mathématique grec, Boès part ainsi du constat qu'il existe 2 types de quantités, les indivisibles et les divisibles. Aux indivisibles correspond la géométrie, art de ces êtres continus et hétérogènes que sont les figures. Aux divisibles répond l'arithmétique, science de ces unités discrètes et homogènes que sont les nombres. Pourtant, dans son institution arithmétique, Boès en dit plus encore. Car chacun de ces 2 objets du savoir mathématique s'offre à une double appréhension. En effet, grandeur et multiplicité peuvent toutes 2 se saisir non seulement en soi, per se, mais aussi relativement à autre chose. Ad quidam aliud referuntur. On dira que le triangle, le carré et le cercle constituent des grandeurs en soi, mais que si l'on observe des tels êtres en mouvement, on contemple alors des magnitudines
qui se définissent relativement à autre chose. Nous passons ainsi de la géométrie à l'astronomie, de l'art de la figure immobile à la science de la sphère en révolution. De même, les nombres 2, 3, 4 sont dits des multiplicités, toutes formées à partir de la monade non numérique qu'est l'unité. Cependant, ces quantités discrètes peuvent se saisir les unes par rapport aux autres. Ainsi, le double, la moitié, la sesquialtère, soit le rapport de 3 à 2, ou le sesquitierce, soit le rapport de 4 à 3. Comprendre les formes du nombre en soi, voilà la tâche que s'assigne l'arithmétique. Mais déterminer l'ordre des multiplicités, tel est pour Boès le propre de la musique. Dans le domaine de la musica instrumentalis, il s'agit plus exactement d'établir des corrélations nécessaires entre les sons et les rapports numériques, plus précisément arithmétiques. C'était déjà la voie de l'acoustique ancienne, qui usait pour cela du monocorde. Selon la tradition, Pythagore découvrit qu'aux longueurs variées de cet instrument rudimentaire correspondaient divers intervalles, exhibant à leur tour des valeurs harmoniques précises. Si l'on fait résonner la corde à vide, un certain son sera produit. En divisant la section vibrante en 2 parties égales, on aura délimité l'étendue requise pour jouer un autre ton, lequel sera exactement plus aigu d'une octave. Pour Pythagore, comme pour Aquitas de Tarente, Nicomaque et Boès, il s'ensuit que l'octave, ou diapason, s'identifie au rapport de 2 à 1. Aussi, du fait que le ton émis par 2/3 de la corde coïncide avec une quinte, on déduira que celle-ci se ramène au rapport de 3 à 2. Et de l'observation que 3/4 d'une longueur donnée suffisent pour pouvoir émettre le son d'une quarte, on conclura que celle-ci exprime le rapport de 4 à 3. En bref, à chaque grandeur nombrée répondra un élément fondamental de l'harmonie. Nul n'ignore ce que les théories médiévales de l'art instrumental doivent à cette analyse de quantité. Dans les Musica et les Escolica Enchiriadis, dans les œuvres de Guy d'Arezzo, Jean de Mur et Marquet de Padoue, les indices en sont évidents. Pourtant, au Moyen-Âge, le savoir des nombres rapportés les uns aux autres a aussi servi d'autres fins. Après Augustin et Boès, la musique a joué un rôle déterminant dans les premières études des formes du vers, inventées à l'époque romane. Ainsi, au XIIIe siècle, Jean de Garlande retrouvait, dans l'ancienne doctrine boétienne, des éléments permettant de définir une institution poétique proprement médiévale. J'entends la rime. Pour ce faire, il inscrivait ses recherches au sein de l'art musical. Pour Jean, la musique se dispose comme pour l'auteur en matière. Chez le grammairien anglais, nous retrouvons ainsi musica mundana, humana et instrumentalis. Et cette dernière comprend 3 espèces d'harmonie inférieure, musica melica, metrica et rythmica. La définition de la dernière, la musique rythmique, a de quoi surprendre, car au rhythmus, Jean donne un sens nouveau. Le rythme, peut-on lire, c'est la consonance des mots qui, ordonnés par un certain nombre et sans pied métrique, se ressemblent dans leur terminaison. L'écart par rapport à la tradition est ici manifeste. Selon cette affirmation, seuls peuvent être qualifiés de rythmiques les vers sans pied métrique, soit les seuls vers contemporains. Comme l'a montré William Waite, la proposition se réfère aux 2 grands principes de la poésie romane naissante, c'est-à-dire la syllabe et la rime. Toutes 2 sont perçues sous l'espèce du nombre et de la semblance finale. Mais le mot consonance, consonantia, récèle encore une innovation supplémentaire. Pour Jean, l'accord du rythme et de la rime se donne à penser dans les termes exacts de l'harmonie classique. Les consonances rythmiques sont toutes à l'image des intervalles. Là où les unités arithmétiques ne sauraient coïncider avec aucun élément classique, il est ainsi fait mention de proportions sesquialtères et sesquitierces. Aux catégories poétiques viennent se superposer des notions musicales, issues de la doctrine boétienne de l'harmonie. Ce geste novateur ne sera pas sans conséquence. D'une composition strophique dans laquelle on retrouve une rime en A, B, c'est-à-dire 4 fois A, 1 fois B,
avec B qui rime, Jean va jusqu'à affirmer la differentia rythmique, c'est-à-dire la rime, se marque dans le 5e vers en ressemblance avec la quinte, quae fit in diapente. Dans le temps de la récitation, se fait alors entendre un espacement de l'ordre du diastéma. Dans leur éloignement, les rimes se posent comme les termes de l'intervalle. Les consonances des syllabes se perçoivent comme les concordances de tons. Le rythme poétique, quant à lui, se définit comme la structure d'une nouvelle musique. Ces observations sont certes originales. Pourtant, au Moyen-Âge, elles ne constituent pas un fait isolé. D'autres écrivains ont choisi la voie métrique dans l'analyse de la poésie nouvelle. Dans le commentaire des échecs amoureux moralisés attribués à Évrard de Conty, nous rencontrons des propositions comparables à celles émises par Jean de Garlande. Chez Évrard, la thèse est claire. Il écrit « Nous devons considérer que les mètres et les rimes sont une manière de parole nombrée et mesurée de certaines mesures. Dans l'analyse de ces mètres et rimes, les rapports arithmétiques classiques fournissent des outils cruciaux. Jean de Garlande rapportait les intervalles parfaits à la composition de la strophe. Et car Évrard retrouve les proportions arithmétiques dans la longueur des vers individuels. Pour lui, la césure témoigne de la divisibilité essentielle qui caractérise les quantités multiples. Il écrit « Tout ainsi que les rimes sont de diverses mesures, ainsi elles sont de diverses natures. Qui veut donc prononcer celle de 5 syllabes, il doit faire sa pause sur la seconde syllabe ou sur la tierce. Et c'est tout un. Car lors seront les 2 comparés à 3, ou les 3 à 2, et par ainsi feront proportion sesquialtère, dont diapente vient. Et si nous comparons aussi une syllabe à 4 ou 4 à 1, nous trouverons proportion quadruple, qui en musique fait bis diapason. Et pour ceux, il peut en faire raisonnablement pause, car on y trouve aussi que telle prolation est plaisant à l'ouïe. Alors l'harmonie des proportions devient strictement intérieure au vers. Dans la concaténation des syllabes, dans le placement de la césure, dans les sons et les silences des maîtres, les rapports de Pythagore sont rendus sensibles. Sans doute, l'exemple le plus frappant du savoir métrique au Moyen-Âge reste le célèbre traité d'Eustache Deschamps, daté de 1392, l'art de Dittier. Que l'on retrouve dans cette œuvre en prose une présentation des arts libéraux est un fait bien connu. On se souviendra que l'énumération des savoirs anciens se conclut avec la musique, la dernière science ainsi comme la médecine des 7 arts. En soi, cette caractérisation est certes digne d'attention, mais il y a bien plus, puisqu'ici la distinction entre les domaines de la musique et de la poésie s'efface. On y découvre ainsi que, au sein même du chapitre qui traite de l'art des sons, il y va, en fait, de la matière du premier savoir du trivium. D'abord, il est question de ces éléments infimes de la grammaire que sont les lettres, qu'elles soient voyaux, demi-voyaux, liquides, sonnantes ou muettes. Rapidement, nous rejoignons les formes bien attestées des paroles versifiées. Ballades, sirventois, virelais, rondeaux, pastourelles et lais. L'art poétique, par là, se pose comme musique, dans ses parties et dans ses formes. Pourtant, l'innovation la plus remarquable que présente ce traité tient à un autre point. Il concerne une distinction originale. On lit « et » est à savoir que nous avons 2 musiques, dont l'une est artificielle et l'autre est naturelle. Comme chacun sait, Deschamps juge que l'art instrumental issu de la tradition classique est artificiel. Selon ce disciple de Guillaume de Machaut, seule la musique du vers est naturelle. L'affirmation vaut bien que l'on s'y attarde, car en elle se montre, avec une clarté sans précédent, le projet d'un art métrique, non plus rapporté, comme chez Jean de Garlande, au vers latin, mais voué aux possibilités poétiques de la langue vulgaire. Dans les formes variées et transitoires de l'art des hommes, on discerne alors les proportions du nécessaire.
dans ce qui se génère et qui dans se corrompt, on déchiffre alors la permanence de l'être en soi. Bref, la langue se pose fuséi et non théséi, sauvée qu'elle est par la musique. Le savoir des vers vieillis a été trouvé. L'espace d'un long printemps, il connaîtra le bonheur de restituer la parole humaine à la nature et de rendre, par les voies du nombre, le muable à l'ordre du monde. Merci.